si c'était que nos renoncements, il suffirait de changer d'équipe pour que tout s'arrange. Mais malheureusement, je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Et je veux revenir sur un instant. Jean Lambert est beaucoup plus experte qu'aucun de nous autour de la table pour analyser les raisons profondes du Brexit. Mais quand elle décrit la carte et les mécanismes à l'œuvre, moi je suis très frappée de voir comment, derrière l'analyse de ce Brexit, on passe sous silence ce qui me semble être, Jean ne l'a pas fait évidemment, hein, mais quand je regarde les papiers, etc., qui sortent, on passe sous silence ce qui est pour moi les deux vecteurs principaux pour expliquer ce résultat. Le premier vecteur, c'est fondamentalement une stratégie qu'a suivi une majorité conservatrice dans ce pays pendant très longtemps, et qui continue, et qui a imprégné, au-delà des rangs conservateurs, cette idée de la mondialisation heureuse. Cette idée que la mondialisation, pour un pays comme le Royaume-Uni, qui a toujours été un pays ouvert, en termes de migration, c'était le pays du communautarisme. Hein. Nous, on avait notre intégration républicaine, vous aviez le communautarisme, mais c'était une culture de l'ouverture incroyable. Et que, souvenez-vous, quand on a fait l'élargissement de l'Union européenne, le dernier, il y a eu tout un débat, notamment ici, très fort, sur le plombier polonais, hein, et sur le fait de savoir si la libre circulation des personnes, on allait la faire tout de suite. Et notre pays a mis des garde-fous en disant on va faire par petits morceaux pour pouvoir rentrer par étapes successives. Le Royaume-Uni ne l'a pas fait. Le Royaume-Uni ne l'a pas fait parce que le Royaume-Uni avait une confiance absolue dans sa capacité d'intégration, au nom d'une confiance dans les retombées de la mondialisation. Et aucune prévenance par rapport aux dégâts et à l'absence de main invisible du marché, pour appeler un chat, qui permettrait d'organiser la redistribution de cette manne attendue de la mondialisation. C'est quand même ça le principal sujet pour moi. Et derrière, c'est quand même une succession de gouvernements qui ont mis en œuvre des stratégies, je ne sais pas si elles ont toujours été austéritaires, mais elles ont toujours été en tout cas ultra-libérales, sans se préoccuper de la question de la redistribution, notamment dans les territoires les plus reculés. Et les territoires qui ont voté le plus massivement en faveur du Brexit, que ce soit dans le pays de Galles ou dans l'Angleterre, et pas dans tout le Royaume-Uni, ce sont à la fois des anciens territoires industriels et des territoires très ruraux, cartes que l'on peut quasiment coller sur notre propre carte de l'électorat du Front National. Et le deuxième facteur, pour moi, qui explique largement cette affaire du Brexit, malheureusement, c'est une affaire très politicienne. Hein. C'est une bataille des conservateurs pour asseoir pendant des années et des années leur pouvoir. Hein. Éliminer les travaillistes en faisant exploser le vote en Écosse et s'assurer d'une mainmise par un camp de l'équipe conservateur. C'est vraiment la vraie vieille bataille de classe, hein, du camp conservateur le plus British establishment, au mauvais sens du terme, me semble-t-il qu'il faut regarder d'assez près. C'est pas le sujet ici, mais il faut quand même l'avoir. Alors, par rapport à ça, où est la poule et où est l'œuf, hein? Quelle est la prise que nous avons sur l'évolution des choses? C'est vrai que quand les gouvernements, pendant 10 ans, ont confirmé M. Barroso comme président de la Commission, je pense que ça a provoqué un dégât dont nous continuons à subir les effets. Mais Jean-Claude Juncker ne nous aide pas tous les jours. Simplement, non mais il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Dans l'affaire de l'accueil des migrants,
Jean-Claude Juncker, en mai 2015, met sur la table une proposition de relocalisation des migrants. Et c'est dans ce pays que quelqu'un transforme ça en disant qu'il s'agit de quotas, et ces propos sont tenus dans le sud de la France, à côté d'élus de droite, pour ne pas le nommer, il s'agit du Premier ministre, à côté de M. Estrosi, et puis il y en a encore quelqu'un d'autre à côté, je me souviens plus côté le troisième, en dénonçant cette affaire des quotas. Bon. Alors qu'il ne s'agissait pas de quotas, c'était pas des quotas, c'était une proposition de relocalisation, qui n'était quand même pas exactement la même chose. Bon, aujourd'hui, on a un peu corrigé le tir et cette affaire est reconnue. Je dirais que d'une certaine manière, ce qu'on a fait à Calais, bon, ça se passe plus ou moins bien, mais enfin, c'est quand même une initiative qui a été prise et qui est assez offensive. C'est la même logique. C'est une logique de relocalisation à l'intérieur du territoire pour résoudre un problème de tension dans un lieu spécifique. Comment est-ce que on peut réarmer cette bataille? Parce que c'est quand même ça le sujet principal. Et je crois que là, on a, nous les élus, vous, la société civile, une vraie responsabilité. D'abord, il ne faut jamais baisser les bras. Jamais. Le rocher de Sisyphe, il faut toujours le repousser jusqu'en haut. Hein. Parce que sinon, si nous on renonce, alors on accepte l'installation de la barbarie. C'est difficile, c'est un combat de titan, mais on ne peut pas y renoncer. Et on va avoir l'occasion de mener ce débat à propos de la façon dont l'Union européenne va s'engager dans la négociation du Brexit. C'est un vrai sujet. Dans les revendications qui vont être mises sur la table, il va y avoir une idée qu'il faut absolument tous les produits financiers du Royaume-Uni. Ce n'est pas les revendications de Jean, hein. Encore une fois. Mais ce que Theresa May va essayer de faire, c'est, même avec un hard Brexit, que pour les produits financiers, il puisse y avoir des passeports, mais pas pour les humains. Je caricature un tout petit peu, mais c'est ça la question. Et moi, j'entends déjà des gens nous dire, mais c'est pas grave, de toute façon, vous voyez bien, pour vous-même, la libre circulation des personnes, ça vous pose un problème. Donc peut-être que, puisque les Britanniques ont un problème avec la libre circulation, vous pourriez en profiter pour résoudre vos problèmes de libre circulation et arrêter un peu ce mouvement-là. Si nous renonçons à ça, alors nous renonçons à l'essentiel. Nous renonçons à ce qu'est non seulement ce pays, la patrie des droits de l'homme, mais l'Europe, cet espace de civilisation à l'échelle mondiale. Et nous ne pouvons pas le faire. Et j'aborde la question un instant sous l'angle strictement économique. Parce qu'on se refait pas. Moi, je suis vraiment très frappée. Ça fait des années et des années qu'on travaille avec l'idée qu'il faut faire un marché intérieur. Et dans le marché intérieur, on nous dit toujours « Ah, mais en Europe, c'est beaucoup plus difficile qu'aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y a une libre circulation des personnes et une mobilité des personnes. Donc les gens vont, viennent, s'adaptent. Il faut absolument la même chose en Europe. » Et là, tout d'un coup, on nous dirait « Oh non, on peut défendre un grand marché qui fonctionnera très très bien en renonçant à la libre circulation des personnes. Il ne faut quand même pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. » On nous met vraiment là devant une contradiction absolue. Alors je veux m'excuser un instant auprès de Mathias parce que j'ai cru comprendre que cette situation dans son pays avait d'une certaine manière empiré lorsque Orban était venu à Paris après les attentats de Charlie. Et je crois que ça démontre comment est-ce que cette œuvre de pédagogie qui doit être la nôtre pour dire ce que c'est que la bataille pour la démocratie, pour la libre circulation des personnes, pour les droits de l'homme, est une bataille de tous les instants. Et de ce point de vue-là,
tu as évoqué la présence du Front National, notamment au sein de l'extrême droite à l'échelle européenne. Ne nous faisons aucune illusion. À l'échelle européenne, la passerelle, enfin, à l'échelle du Parlement européen, qui vraiment souvent peut apparaître comme un laboratoire de ce qui se passe ailleurs, de ce qui se prépare ailleurs, à l'échelle du Parlement européen, le Front National fait la passerelle avec la droite extrême. Madame Le Pen a constitué son groupe avec ceux que tu as décrits, donc des petits partis extrêmes. Mais elle a un espace dans lequel elle se sent légitimée par Orban, qui est au PPE, ou par le pouvoir en Pologne, qui ne sont pas des petits partis d'extrême droite, qui sont la droite extrême. Et donc cette passerelle, elle est à l'œuvre de manière visible, explicite, à l'échelle du Parlement. C'est pour ça que on a, comme socialistes français, entre nous, souvent un débat. Et ça répond à la question que tu poses, qui est comment on réarme le combat. Et moi, je crois qu'on est obligé d'être sur les deux fronts. On est obligé d'être à la fois sur le front de la proposition, qui remet en cause totalement l'idée de cette mondialisation heureuse. Le débat qu'on est en train d'avoir autour du CETA, évidemment, clôt, je crois, une phase de libre-échange. Je crois que c'est le dernier accord de libre-échange qui puisse être signé dans ces conditions-là. Nous oblige à tenir sur une ligne qui est paradoxalement pas si loin que ça. Parce que je le vois dans tous les débats que je mène au Parlement européen, les pays en surplus, les pays qui ont une capacité de relancer la machine économique, ils se rendent bien compte qu'ils ne vont pas le faire tout seuls. Et encore une fois, c'est pour ça que je crois que c'est tellement important de dire, de redire, de re-regarder ce qui s'est passé dans le Brexit. Si on ne regarde pas cette carte, si on ne l'exploite pas, alors on rate un message fondamental. Et puis la deuxième chose, c'est quand même aussi de combattre, comme vous le faites, le Front National, partout où il est, de démonter chacun de leurs arguments. Parce que bien sûr, ils se nourrissent de nos carences, de nos abandons, de nos échecs, de nos timidités, de nos renoncements. Mais leurs progrès n'attendent pas notre capacité à nous remobiliser. Donc on est obligé d'être sur les deux fronts en même temps. Je ne sais pas si je pense ne pas avoir répondu entièrement à ta question. J'en ai parfaitement conscience. Ça fait quelques briques à mettre sur la table. Après, qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle européenne? Moi, il y a des combats qui sont là aussi des rochers décisifs, mais que je crois qu'il ne faut pas abandonner. Je crois que l'idée qu'il y a des droits des résidents à l'échelle européenne, et que de la même manière qu'on a une charte des droits fondamentaux autorise à avoir des droits spécifiques pour les résidents, il faut poursuivre ce combat. Quand on a rédigé la charte des droits fondamentaux, on a identifié qu'il y avait des droits qui existaient pour les résidents en dehors et au-delà de la citoyenneté européenne. Il faut, et je pense que des associations comme les vôtres sont vraiment au cœur de ce combat, qui permet d'identifier que le droit de vote qui a été reconnu par la charte des droits pour les élections municipales ou pour les élections européennes doit pouvoir aussi être reconnu à des résidents. Et donc là, il me semble qu'il y a une bataille qui peut être... La deuxième piste que je veux évoquer très brièvement, c'est une piste sur laquelle avec Jean on a beaucoup travaillé et je ne suis pas sûre que ce soit dans la fiche prioritaire de Jean-Claude Juncker, mais je pense que ce n'est pas une raison pour ne pas le poursuivre. C'est le besoin d'un texte européen fort en matière de lutte contre les discriminations, ce qui permet de porter l'idée d'une orientation stratégique en matière de CV anonyme parmi les outils de cette lutte
contre les discriminations, même s'il ne s'agit pas d'aller légiférer dans chacun des États membres. L'idée de porter, en termes de grandes orientations à l'échelle européenne, une telle proposition, moi, me semble importante. Vous avez mentionné en introduction l'idée des class actions. Je crois que ça va exactement dans le droit fil d'un combat que nous menons actuellement au Parlement européen pour donner aux lanceurs d'alerte un statut qui doit leur permettre d'être des acteurs de ces class actions, avec la mobilisation qu'ils permettent autour des combats dans lesquels nous en sommes. Voilà quelques petites propositions parmi beaucoup d'autres, qui supposent que vous ne baissiez pas les bras, nous non plus, et que nous menions les batailles ensemble, même si nous voyons bien que on est à un moment très, très particulier où on a l'impression que bon, la famille politique à laquelle Isabelle Thomas et moi on appartient, la social-démocratie, est désemparée par la façon dont on a l'impression d'avoir loupé un coche dans la façon dont nous, sociodémocrates, avec vous, on devait répondre à la mondialisation. Mais personne d'autre que nous fera ce travail, donc faisons-le ensemble.